Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau duo de la 7ème illusion. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur un film. Voilà, on va avoir pas un petit débat pour le coup cette fois-ci après Argyle. On est sur une petite vidéo de chill, mais j'espère que ça va vous plaire. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Joe. Salut, salut. On espère que vous allez bien, voilà, parce qu'on a tous les deux, on avait tous les deux envie de vous parler de ce film qu'on avait vu, qui est sorti il y a 2 semaines normalement au moment où on enregistre, et qui est du coup The Iron Claw, donc un nouveau film produit par A24, qui est du coup inspiré d'une histoire vraie, qui est une histoire qui est tellement surréaliste qu'on a l'impression qu'elle n'est pas réelle en fait, tellement elle est vraiment poussée. Mais donc voilà, c'est produit par A24. Il y avait pas mal d'attentes quand même quand tu vois sur les réseaux sociaux et tout. Il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient voir le film et avec un plutôt gros casting en plus parce que c'est quand même les grosses montées d'Hollywood en ce moment. On a Zac Efron, bon, voilà que beaucoup de gens connaissent pour High School Musical, mais aussi Jeremy Allen White de The Bear, Harry Dickinson qui, si je dis pas de conneries, jouait dans Sans filtre de Ruben Östlund. Qui est le rôle Euh, principal de la Palme d'Or de Ruben Östlund, effectivement. Écoutez, si vous voulez un petit synopsis pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du film, les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphe et tragédie, cette nouvelle pépite produite par A24 est inspirée de leur propre histoire. Et bien voilà, du coup, donc pour le petit résumé de The Iron Claw. Et toi, pour commencer, est-ce que tu attendais ce film? Et grosso modo, qu'est-ce que c'est ton avis sur le long métrage? Euh, Honnêtement, je ne l'attendais pas à Iron Claw. Parce que, je sais pas, dans mon esprit cinéphile, Zac Efron, c'est High School Musical, donc pourquoi aller voir un film avec lui? Puis la bande-annonce est sortie le 1er janvier, en salle, et ben oui, ça donne plutôt envie. Il y a l'air vraiment d'avoir du cinéma dans ce film-là. Le casting a l'air prenant, et surtout, oui, l'histoire des Van Erich, on connaît l'histoire de nom. Personnellement, je suis pas fan de catch, donc je connais pas en précision vraiment Bah, toute l'histoire, vraiment, et c'est vrai, bien adapté au nom, mais au fond, je m'en fous vu que c'est un film. Mais Et c'est c'est la seule globalement pareil, hein. Personnellement, j'aime. En fait, c'est pas que je suis pas fan de catch, c'est que je trouve que le monde autour du catch est passionnant, mais je suis pas du tout un connaisseur ou quoi, etc. De ce monde-là, etc. Parce que je sais que c'est plus ou moins scripté. D'ailleurs, ils en parlent dans le film. Je pense qu'on en reparlera. Mais sur toutes les storylines, les histoires, les personnages, etc. C'est pas quelque chose que je suis de très près pour le coup. Mais il y a quelque chose qui semble m'intéresser dans ce film, c'est que c'est un film de Sean Dorkin. Je ne sais pas du coup si tu as entendu parler de ce réal, d'ailleurs. Alors justement, j'allais te lancer là-dessus parce que en fait, j'ai regardé après parce que je vais spoiler un petit peu mon avis. J'ai énormément aimé le film et donc je suis allé regarder, mais je ne connais pas du tout ce réalisateur. Donc si t'as toi quelques connaissances, ça peut être intéressant. J'ai quelques connaissances du fait que c'est lui qui a adapté en série le film Faux semblant de Cronenberg. D'accord, ok, ouais, ok, je vois le truc parce que moi j'avais juste regardé la filmographie, mais j'ai vu que ces films étaient pas mineurs, mais très peu découverts, disons, par le grand public. Et avec Faux semblant la série, forcément, ça a explosé. Ça l'a fait exploser. Il se retrouve là en réalisant un an plus tard, du coup, un long métrage ici à Iron Claw. C'est pas la première fois qu'il bosse avec des stars parce que tous ses films sont avec une immense tête d'affiche. Il y a Jude Law, je crois, dans un des films. Enfin, je crois qu'il y a des grosses stars à chaque fois, je crois, Ben, hein. Side of Click, c'est Rory Kinnear. Ouais, c'est ça. The Nest, Jude Law, et sinon Martha, un film, je l'appellerais Martha tellement il y a que des M dans tout le titre, c'est Elizabeth Olsen. Ouais, ok, je vois. Et il y a cette peur du coup ici de est-ce que ça va être un film avec une star donc qui va faire du Oscar bait et tout, pas du tout. Ici on se retrouve vraiment dans une disserte expressionniste sur la masculinité et sur la fatalité qui est assez prenante. Ça convoque des thématiques herculéennes et sportives qui me plaisent énormément. Et évidemment, toutes les tragédies, c'est extrêmement intéressant à suivre et je ne sais Bah, il y a pas une, ouais, ce que tu en as au-delà pensé. du, ouais, au-delà du film qui est excellent, je trouve que l'histoire est absolument incroyable. Et déjà, je pense qu'on parlera d'un autre truc en partie spoiler par rapport à un changement qui a été fait, un changement assez majeur
qui a été fait par rapport à la réalité. Mais donc moi je connaissais pas du tout. C'est intéressant que tu me donnes ce point de vue-là parce que moi je connaissais pas du tout le réalisateur et ses précédents films. Donc j'y vais complètement laver tout ça. Je connaissais rien du film, juste que voilà, le casting m'attirait et que le film avait l'air beau. En fait, je trouve sur les bandes annonces, etc. Et il y a l'air d'avoir de beaux plans. Et je trouve que c'est vraiment, alors c'est pas du tout un premier long métrage, j'allais dire ça vu que je connais pas du tout le réal, mais c'est un long métrage que je trouve d'une puissance absolument dingue dans ses thématiques, dans sa mise en scène. En fait, je trouve que déjà euh, il a un rapport où il oppose le monde du divertissement au monde du sport et au monde vraiment la lutte au pur divertissement. Il y a vraiment un échange par rapport à ça qui est vraiment intéressant par rapport à cette famille qui est opposée à tout ce système du catch et quelque chose que je trouve absolument passionnant. Mais aussi un grand rapport, je trouve, et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui a des thématiques qui sont même assez actuelles sur la masculinité, qu'est-ce que c'est être un homme, etc. Et comment ces corps sont filmés, en fait, qui sont incroyablement musclés, en fait, jusqu'au ridicule, en fait. C'est-à-dire que Zac Efron, ses muscles, ils font presque fake, en fait, dans le film. Et je le dis pas d'un péjorativement, en fait. Je trouve qu'il y a une espèce de faxicité qui se dégage et qui fait qu'en plus, c'est tellement too much dans les muscles de ces personnages qu'ils sont, disons, ils sont en danger. En fait, ces personnages, quand ils sont torse nu, quand ils sont vraiment en position de combat, etc., ils ne sont jamais plus en danger que là, en fait. Et il y a vraiment tout un travail là-dessus, dans la mise en scène, mais aussi dans le jeu des acteurs, que je trouve vraiment, c'est à saluer, quoi. Je vais te rejoindre là-dessus. Et c'est un film que je trouve être en parfaite opposition avec Phantom Thread de Paul Thomas Anderson sur sa vision du corps. Parce que là où, quand PTA écrit Phantom Thread, il écrit les costumes tels des armures. Là, Kim ici construit les corps comme des armures, mais surtout comme leur plus grand point faible, comme tu l'as dit. Massif, tellement massif que ça devienne des albatros quasiment. Qui ne Ah oui, non, savent que clairement. faire de leurs ailes géantes et tout, et qui se retrouvent à se faire percuter dans ce ring qui ici prend place, comme tu as dit, de décor pour mettre en scène la narration du match qu'ils sont en train de jouer. Mais surtout ici les vies qui se jouent. Et encore plus intéressant quand tu le compares à un des derniers plans qui lance l'épilogue du film, sans le spoiler. Le film commence et le film finit par un mirador. Qui interroge ici du coup la vision des corps directement ici. Et le corps, surtout selon les freak shows. Parce que Moi, tu je suis parles de complètement. ridicule, de danger, surtout que de ce point de vue du président de Fédé, il est surtout utilisé comme une canne à barbe, le Zac Efron. Non, mais surtout que je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, moi, j'aimerais saluer un truc qui était mon principal point d'inquiétude quand je suis allé voir le film. C'est que il y a un vrai truc qui me passionne en fait dans le film, c'est que ma crainte, c'était que le film soit, disons, beaucoup trop surjoué, too much, avec des personnages caractérisés grotesquement, en fait, etc. Et on n'est jamais dans ça, en fait. On n'est jamais. Le père n'est jamais montré comme un monstre, mais il est toujours montré comme une espèce de présence fantomatique qui est toujours en arrière-plan, avec justement un jeu sur le flou, sur l'arrière-plan, que je trouve absolument passionnant. Et pareil, les frères. On voit leur rivalité, on voit leur peine justement par rapport à celui qui va être sélectionné, etc. Je pense qu'on en parlera en partie spoil sur ça. Mais je trouve que c'est vraiment un truc passionnant par rapport à ça, de prendre des personnages et de les rendre, alors pas manichéens, mais parce que c'est pas le cas, mais c'était pas mon mot. C'était que disons que c'est jamais grotesque en fait. On voit jamais un espèce de combat du bien contre le mal. On a une vraie souffrance intérieure, je trouve, qui est jouée par ces acteurs. Et je trouve que d'ailleurs Zac Efron y est exceptionnel. Ce n'est pas mon préféré du casting, mais je lui reconnais beaucoup de qualité. Personnellement, je pense que j'aime beaucoup aussi Jeremy Allen White parce que je trouve que Moi, c'est c'est le plutôt perso. Dickinson. Pardon? Moi, Ah c'est oui, c'est plutôt marrant. Dickinson. Ah, tu vois, c'est marrant parce que je l'ai bien aimé. Je trouve que personne ne joue mal dans le film, mais c'est pas celui qui ressort le plus parce que je trouve que Jeremy Allen White a un espèce de parcours de personnage absolument dingue dans le truc. Et justement mais pour reparler parce qu'après on partira en spoiler parce que c'est quelque chose j'ai beaucoup de choses à dire en spoiler pour le coup. Mais c'est cette opposition justement entre le catch et le divertissement qui me passionne, notamment dans une scène plus vers la fin du film hein, pour le coup, où on voit l'entraînement de Zac Efron qui est opposé
alors pareil, je suis désolé à tous les fans de catch, mais j'ai mangé son nom. Un grand catcheur qui était champion à un moment donné. Qui s'appelle Ric Flair. Voilà, c'est ça, Eric Flair. Voilà, et qui lui est dans le pur show business, dans le pur voilà, et il y a une vraie trajectoire de ce personnage-là, il y a une vraie opposition dans le montage. Donc je trouve que le montage est aussi absolument dingue, quoi. Non, mais encore une fois, c'était une des plus grandes forces et aussi une des plus grandes faiblesses à 24. C'est leur définition de la beauté du montage. Non, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Mais toujours, c'est les deux principes-là. C'est la photo est extrêmement belle, d'accord, mais qu'est-ce que t'en fais de cette photo? Et ici, c'est justement le personnage de Ric Flair qui définit son propre montage, sa propre photo. Je trouve ça assez fort. C'est lui qui va apporter, du coup, via ses costumes exubérants, la lumière et qui la reflète, chaque lumière et chaque spot de ce ring, c'est lui qui les focalise. Non, mais c'est Et c'est passionnant pour le lui qui coup, va quoi. définir chaque cut des séquences. Ah non, mais en plus, qui est opposé vraiment à ce stade-là du film, le personnage de Zac Efron qui est très sombre, en fait, qui a presque aucune couleur, en fait, dans son personnage, en fait. Et je trouve ça passionnant, l'opposition qui est créée, quoi. Ah non, mais tu parlais vraiment de fantômes. Moi, j'en vois quasiment le vampire de la vie qui vraiment absorbe littéralement tout ce qui fait Zac Efron pour ne le rendre que brutalité. Non, mais oui, mais je suis complètement d'accord. Et même au niveau du flou et du plan, je trouve ça vraiment passionnant. Il y a une scène d'interview après qu'un des frères ait un accident, pour le coup. Et où, en fait, donc Zac Efron et le personnage qui a eu un accident vont parler, en fait, à la presse pendant un espèce de junket, du coup. Et derrière, en fait, sur le côté, en fait, du junket, il y a le père de la famille, du coup, qui est donc voilà, on va pas spoiler, on va juste raconter le début. C'est un père donc qui était un grand champion de catch, mais qui a jamais réussi à atteindre le titre du champion mondial. Donc il a jamais réussi à être le numéro un. Et c'est ce qu'il veut pour ses fils. C'est-à-dire que dès le début du film, il est caractérisé, et il caractérise ses fils comme voilà, je préfère celui-là, après c'est celui-là, ça sera celui-là qui ira en premier, qui sera déjà premier mondial, puis après ça sera l'autre. Il y a une vraie trajectoire en fait où ce personnage, le pire c'est que je pense qu'il aime ses fils, mais qu'il les traite comme des espèces de machines et je trouve ça terrible quoi. Et c'est là où j'accentue le fait que rien n'est jamais grotesque et tout est toujours en subtilité et dans l'implicite en fait. Je vais pas être d'accord avec toi sur ce point-là. Sur quel point en particulier du coup? Pour moi, il ne les aime pas en fait. Bah en fait c'est compliqué Pour parce qu'il y a moi, un il est vrai tellement pris dans les rouages de cette malédiction qu'il ne fait pas des gosses, il fait des produits à exploiter et ça du chiffre ah non mais d'affaires. c'est possible mais en même temps enfin en fait c'est ça c'est que c'est vrai qu'il y a ce truc très quand ils vont le voir quand ils vont voir la mère ou le père parce qu'ils ont des problèmes entre eux ils disent ah réglez ça entre vous les garçons vous êtes tous ensemble etc parce que du coup il y a techniquement cinq frères mais bon techniquement 6 dans la réalité, mais on en reparlera en spoiler. Et je trouve que oui, c'est vrai je suis assez d'accord avec toi sur ce plan-là, mais je pense qu'il n'y a pas non plus un. C'est là que je le salue, c'est que je pense que le personnage du père, c'est le plus dur à jouer parce que il faut montrer que cet homme est assez horrible et est un connard, en fait, littéralement, mais sans donner un aspect trop ogre, trop grotesque au personnage. Et c'est ce que je trouve absolument fort dans le film, quoi. Non, mais c'est brillamment joué pour le coup. Écoute, je pense on peut partir en spoiler, en partie spoil. Si on peut développer deux, trois trucs, je On pense en peut partie spoil. développer là en partie spoiler. Bah écoute, ben écoute, on part en spoiler. Déjà, par exemple, la différence avec la réalité, c'est que donc il y avait cinq frères, donc un qui est mentionné au début, et peut-être qui est au début, mais j'arrive pas à savoir si le grand frère dans les deux gamins dans la première scène, c'est Zac Efron ou si c'est celui qui est mort au plus jeune âge, mais je pense que c'est Zac Efron. Enfin, je sais pas si ça c'est le seul truc que j'ai Non, pas parce que le plus compris. grand est mort à 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien Zac Donc Zac Efron. Efron, il le dit. C'est le second elder brother. Oui, c'est ça. C'est pas le grand frère, mais du coup, il a entre guillemets le syndrome du grand frère. Et c'est vrai que oui, on n'en a pas parlé de ce truc-là, mais il y a un côté très malédiction dans la fable en fait. Enfin, dans la fable, c'est marrant que je dise ce mot-là parce que j'y pensais pas en fait, et c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fable en fait dans le truc, de quelque chose qui est de la pure réalité, mais qui justement est retransmis
en direct par rapport au catch, par rapport au divertissement, et donc qui va se transformer dans une espèce d'histoire de fable en fait entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui me passionne vraiment, et surtout que pour le coup, par rapport à ce côté même fictif et jouer avec la fiction, etc. Le fait est que il y a un sixième frère du coup, parce que du coup le cinquième est mort électrocuté à 5 ans. Donc on a Zac Efron, dans l'ordre, on a Zac Efron, Harry Dickinson, Jeremy Allen White, et j'ai mangé le prénom du dernier qui ne veut pas faire beaucoup de catch, etc. Le Qui a une des musicien scènes qui les plus s'appelle disponibles. Michael, mais dont je ne connais absolument pas l'interprète. Ouais, mais je crois que c'est un de ses premiers films pour le coup. Et plus jeune que Michael encore, il y avait un du coup cinquième frère, enfin sixième du coup, qui lui, contrairement à Michael, voulait faire du catch. C'était un passionné de catch, etc. Et on lui a mis beaucoup la pression, etc. Parce que c'était un des derniers qui est resté. Et il a été très affecté par justement, bon, on est en partie spoil, la mort de Michael, du coup, qui s'est suicidé après avoir après avoir été dans le coma, etc. Et qui pouvait plus gérer la pression, donc il s'est suicidé. Et il a été très affecté par du coup le décès de son frère juste au-dessus de lui, et donc s'est suicidé aussi. Donc c'est absolument terrible parce qu'à la fin de l'histoire, donc il ne reste plus que Zac Efron dans une scène finale dont j'aimerais parler parce qui est absolument dingue aussi, je trouve. Mais moi, un des plans justement qui m'a marqué en parlant de Michael, c'était ce plan où on voit, alors au stade du film, pour les gens qui ont vu le film, c'est au moment où, après que Jeremy Allen White ait perdu un pied, et donc essaye de s'entraîner pour retourner, parce qu'il est premier mondial, du coup, à ce stade, il est le, bah, le grand détenteur de la ceinture dorée, etc. Et donc ils s'entraînent, on voit des espèces d'ombres qui s'entraînent sur un ring comme ça dans leur maison qui est clôturée, c'est-à-dire que dès le début de ce film en fait, on voit des clôtures qui sont placées qui enferment ces personnages en fait, et quelque chose d'absolument passionnant je trouve. Et donc on voit ce combat entre Zac Efron et Jeremy Allen White qui l'entraînent, et c'est là où il y a vraiment toute la rage qui est lâchée. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas grotesque, c'est pas voilà, et justement quand on voit en arrière-plan une lumière, on dit que c'est la lueur d'espoir. Et justement, non, c'est là où c'est un film assez nihiliste parce que c'est la lampe torche de Michael, du coup, donc le plus jeune, entre guillemets, qui va se suicider. Donc c'est ça. Donc, je trouve qu'il y a en fait, il y a une vraie maîtrise de la mise en scène sur l'arrière-plan et sur l'implicite, ce qui est absolument dingue, je trouve. Je vais te rejoindre, mais si au début je parle de film expressionniste, c'est que ça l'est dans sa forme, qui reprend énormément aux peintures expressionnistes d'époque, et même au film, je pense beaucoup à Murnau. L'ouverture du film est vraiment un hommage à Murnau, pour le coup. Et quand tu vois un rayon de lumière dans un film expressionniste, c'est d'époque, c'est un lampadaire. Et moi, ça me fait penser à Blue Maudit. Ah, moi, pour le coup, tu vois, je l'ai pas vu, donc je te laisserai développer dessus parce que voilà. Ben, dès le début, tu vois, j'ai appréhendé ce film comme si j'appréhendais un film expressionniste, et malheureusement, la plupart ne finissent pas très bien et ne sont pas très joyeux. Non, clairement, je vois ce que tu veux dire, Donc mais j'ai vu ce rayon de lumière et je me suis dit, ça peut pas être un film d'espoir. Et je me suis imaginé la construction de ce plan en noir et blanc ouais. d'époque, et je me suis dit que c'était impossible du coup que ce soit d'espoir, et que la seule façon que ça soit, c'est que c'est un lampadaire et qu'il n'y a pas de lampe ici, donc c'est forcément Michael. C'est Et vrai, donc ouais, Michael ouais, qui c'est vrai tombe. qu'il y a une vraie création de destruction, en fait, de notion de création et de destruction, en fait, dans le film que je trouve absolument dingue. Et moi, j'aimerais revenir, du coup, peut-être qu'après on pourra conclure, je pense, à moins que tu aies d'autres choses à dire, mais sur le plan final, enfin, pas le plan final, mais la scène finale du film, qui revient justement, qui rejoint tout le truc sur la masculinité et sur les deux fils, du coup, qui vont voir Zac Efron, du coup, parce que Zac Efron est père. Et justement, moi, il y a tout ce rapport avec ses fils, etc., qui dit qu'il veut pas que la malédiction se transmette à eux, etc., qui est un truc que je trouve passionnant sur la thématique. Voilà, on en avait parlé plus tôt, mais qui lui dit voilà, tu peux pleurer. C'est ce que les hommes ils peuvent pleurer, etc. Et je trouve que c'est là où le film aurait pu en fait s'enfermer dans un truc 70s, mais vraiment dans l'entre-soi, et en fait qui s'ouvre après vers un discours plus actuel en fait, et intéressant sur la masculinité que je trouve vraiment super, quoi. Je suis d'accord. Bah écoute, si t'as quelque chose à rajouter du coup avant qu'on Je vais être conclue la d'accord avec vidéo. toi, et
C'est jamais grotesque et honnêtement, moi, sa dernière phrase qui m'a foudroyé. Hein. Ah oui, oui, la dernière phrase est absolument dingue pour le coup. Mais moi, C'est rare que des films américains se finissent sur une aussi bonne phrase. oui, oui, c'est vrai. Ils Mais réfléchissent autour de leur dialogue pour un film qui se veut physique. oui, c'est vrai il y a un truc vraiment tout en implicite, justement, pour un film qui est quand même sur le catch et qui est quelque chose je trouve, absolument dingue. Mais enfin, bref, je pense qu'on a un peu fait le tour. Mais du coup, allez voir The Iron Claw tant qu'il est en salle, parce que je ne sais pas s'il va rester encore très très longtemps. Mais on vous le conseille. C'est un film qu'on a tous les deux beaucoup aimé. Et on espère que vous irez le voir en salle parce que c'est un film du début d'année à ne pas manquer. Et voilà, on espère que ça vous plaira et que cette vidéo vous a plu d'ailleurs. Et je remercie Joe d'en avoir discuté avec moi. Il n'y a pas de quoi. Bah écoute, et n'hésitez pas du coup à aller voir voilà, notre chaîne YouTube, aller voir nos autres vidéos, notre site qu'on est en train de refaire actuellement. Voilà, c'est en travaux, mais on va retravailler un petit peu le site. Et on espère que tout ça vous plaira. Mais en attendant, à plus. À plus, salut.